Vous venez de boucler une compétition de trail ou d'ultra trail de peut-être 20, 30 ou 40 heures d'effort. Alors ok, la satisfaction est grande, mais votre corps, lui, a besoin de repos. Dans ce Scientific Day, je vais vous guider à travers les meilleures stratégies pour récupérer efficacement en m'appuyant, comme d'habitude, sur la littérature scientifique. Nous parlerons du rôle crucial du sommeil et de comment améliorer non pas sa quantité, mais sa qualité. On va également ensemble explorer l'utilité des bains froids, souvent controversés, et verrons quand et comment les utiliser pour maximiser leurs effets bénéfiques sans compromettre vos adaptations musculaires. Et nous parlerons également des vêtements compressifs et des massages, mais aussi de l'alimentation, de l'hydratation et des techniques d'optimisation de la récupération qui ne fonctionnent pas. Dans cet épisode, je réponds à des questions comme: quelle est l'efficacité de la récupération active? Faut-il utiliser les bains froids au quotidien? Quels macronutriments sont essentiels juste après un effort physique? Après avoir écouté cet épisode, vous aurez des réponses concrètes et basées sur des preuves robustes pour que votre récupération devienne un processus optimisé au quotidien et après des compétitions. Allez, c'est parti pour cet épisode, le repos du guerrier, partie 1. Vous venez peut-être de terminer une compétition de trail ou d'ultra trail et félicitations. Votre préparation a porté ses fruits, vous avez certainement relevé haut la main le défi que vous vous étiez lancé et vous avez fourni un effort pendant 3, 5, 10, 15, 20, 30, peut-être même 40 ou 50 heures. Sauf que maintenant, vos jambes et tout votre corps va vous quand même, dans une certaine mesure, vous le faire payer. Je vous propose de commencer en parlant un peu des répercussions qu'un trail ou qu'un ultra trail peut avoir sur le métabolisme de manière générale. Quand on regarde la littérature, elle a montré que courir un ultra trail engendre de nombreuses conséquences qui demandent un certain temps de récupération. Après une course comme un UTMB, on observe par exemple un état inflammatoire généralisé, c'est-à-dire une augmentation des marqueurs inflammatoires qui circulent dans le sang. C'est ce qu'ont montré Gilles et al. En 2015. On observe également souvent ce qu'on appelle un état d'immunodépression, c'est-à-dire une réduction des réactions immunitaires normales contre les agressions extérieures. Par exemple, Gergelet et al. En 2017 l'ont mis en avant. Laurent Gergelet que j'ai reçu dans l'épisode sur la santé et l'ultra-trail. Et on remarque parfois des altérations plus ou moins prononcées du fonctionnement cardiaque, c'est ce que Scott et al. Ont montré en 2009, ou du fonctionnement rénal. C'est ce que Hodgson et al. Ont montré en 2009. Tout ça, je les ai également discutés dans les épisodes disponibles en ligne sur la santé et l'ultra-trail. Néanmoins, comme on l'avait dit, toutes ces conséquences sont plutôt rares et de moindre ampleur, donc peu inquiétantes. De plus, c'est de phénomènes aigus qui disparaissent assez vite après que la récupération ait commencé. Évidemment, après un trail ou un ultra, on observe également des dommages musculaires élevés, donc des courbatures, des douleurs, de la perte de force maximale, et également des fois des atteintes dermatologiques, comme des ampoules et des irritations. Et on peut aussi observer un niveau de fatigue perçu et objectif qui est élevé. Par exemple, Rowe et Buck et al. L'avaient bien mis en avant dans leur article de 2018. Pour plus de détails sur toutes les conséquences qu'un trail et qu'un ultra trail peut avoir sur vous, je vous renvoie au livre de Guillaume Millet, Ultra Trail, Plaisir, Performance et Santé, qui est disponible en ligne et dans lequel vous retrouverez un chapitre dédié, qui est également possible d'ailleurs à trouver sur son site, sur le site de Guillaume Millet. Heureusement, ces répercussions sont aiguës. Normalement, en quelques jours, il y a beaucoup de ces conséquences qui auront diminué. Pour les plus profondes, comme la fatigue et les douleurs musculaires, elles peuvent durer quelques semaines, mais quoi qu'il en soit, elles finiront par s'estomper. Cependant, la durée de disparition de tous ces petits bobos va dépendre de la qualité de la récupération et des stratégies qu'on va mettre en place ou pas. Tout ça, ça nous amène à nous poser la question cruciale au cœur de cet épisode que je vous présente aujourd'hui, à savoir comment récupérer efficacement après une compétition plutôt de trail ou d'ultra trail. J'aborderai la récupération au quotidien dans la partie 2 avec mon invité. Mais dans cet épisode, dans cette partie 1, je vous propose de nous concentrer sur comment récupérer après un trail et après un ultra plutôt de type compétition. Au moment où je réalise cet épisode, il n'existe pas, à ma connaissance, d'articles scientifiques publiés qui résument les meilleures stratégies de récupération après un trail ou un ultra. Aussi, moi, ce que je vous propose, c'est une liste personnelle, subjective, non exhaustive des stratégies qui me semblent les plus importantes à mettre en place pour récupérer de manière optimale après une compétition de trail ou un ultra. Chaque stratégie sera évidemment nourrie de références scientifiques, comme toujours, et je vais les décortiquer en plusieurs chapitres. Je vous propose de commencer avec les stratégies qui ont montré dans la littérature comme étant efficaces, qui ont montré de vrais effets bénéfiques. Plus précisément, dans cette section, je vous propose de parler du sommeil, des bains froids, des vêtements compressifs, des massages et de l'alimentation. Et ensuite, dans la deuxième partie, j'aborderai les stratégies qui fonctionnent moins bien. Alors pour le sommeil, je pense que je vous apprends rien. Le sommeil, c'est un facteur clé pour récupérer, quelle que soit la discipline et l'épreuve réalisée. Par exemple, il y a une étude qui s'est intéressée à comment évoluer le sommeil après un ultra-trail comme l'UTMB. C'est le travail de Baron et collaborateurs qui a été publié en 2023.
Pour cela, ils ont recruté 19 finishers de l'UTMB qui avaient fini la course en 43 heures plus ou moins 2 heures. Et les auteurs ont montré que le sommeil changeait peu entre avant et après cet ultra-trail. On avait la même durée totale de sommeil, le même temps d'endormissement par exemple. Par contre, le sommeil était corrélé à la récupération subjective. Par exemple, quand le nombre de réveils était élevé, les douleurs musculaires étaient également élevées et les scores totaux de récupération à un questionnaire étaient bas. De même, si la durée du sommeil était élevée, le score de récupération était bon et le stress était bas. Aussi, une première stratégie qui me semble intéressante, ça va être de chercher à améliorer la qualité du sommeil, de réduire les douleurs, de réduire le nombre de réveils, de réduire le stress par exemple, pour mieux récupérer, pour passer de meilleures nuits, des nuits qui n'ont pas forcément une durée différente, qui ne changent pas trop de manière quantitative, mais qui changent de manière qualitative. Et comme on l'a dit, les douleurs musculaires peuvent être un élément qui vont perturber la qualité du sommeil. Aussi, je vous propose, pour lutter contre ces douleurs et contre le stress, 3 techniques qui me semblent particulièrement intéressantes. Les bains froids, les vêtements compressifs et les massages. Concernant les bains froids, je vous en avais parlé dans un épisode, dans un article qui est disponible sur le site. Le froid, c'est un peu une arme à double tranchant. D'un côté, ça peut légèrement améliorer votre récupération après un trail, mais les effets sont légers. D'un autre côté, il y a un problème. Le froid bloque les mécanismes physiologiques qui aident vos muscles à progresser, à récupérer, à s'adapter. Si je ne recommande jamais le froid après un entraînement, après une compétition, c'est différent. J'ai souvent tendance à dire avec un peu d'humour qu'après une course, on ne cherche pas spécialement à progresser, on cherche à survivre. Quand vous avez réalisé un ultra trail ou un trail très court mais très intense, vous ne cherchez pas spécialement à progresser. Vous cherchez à retrouver une vie normale et diminuer vos douleurs le plus possible dans le temps le plus court possible. Et des études ont justement montré que l'immersion dans un bain froid diminuait les douleurs musculaires après un effort physique. Par exemple, il y a le travail de Leader et Al en 2011, de Wang et Al en 2021, de Xiao et Al en 2023. Donc après un ultra trail comme un UTMB, une diagonale des fous ou peu importe, s'immerger une ou plusieurs fois dans un bain froid peut donc vous aider à récúperer en diminuant les douleurs. Alors, ces immersions en bain froid ne vont pas directement améliorer le sommeil. Ça a déjà été étudié dans certains travaux. Par exemple, Kuna et Al l'ont étudié en 2023, Lastea et Al en 2019. Cependant, il n'y a aucune étude qui a été conduite dans le cadre spécifique de l'ultra trail, où les douleurs musculaires sont quand même très marquées, et parfois plus marquées que dans d'autres sports. Aussi, une amélioration du sommeil par une diminution de ces dernières reste à mon sens crédible. Concernant le meilleur protocole à réaliser, on parle souvent d'une durée égale à la température. Par exemple, Macado et Al en 2016 montrent que 11 minutes à 11 degrés, 15 minutes à 15 degrés, 10 minutes à 10 degrés dans un bain froid, c'est les durées qui sont les plus efficaces. Je vous propose maintenant de parler des vêtements compressifs. Alors il y a déjà 2 épisodes disponibles en ligne, même 3 épisodes disponibles en ligne qui vous parlent des effets des vêtements compressifs sur la performance sportive et sur la récupération. Donc ici, je vais passer de manière succincte dessus, mais il y a quand même quelques éléments à discuter. Je vous l'avais dit avec mon invité, Fabrice Vercruisen, le port de vêtements compressifs ne semble pas efficace pour améliorer la performance sportive. Par exemple, l'étude de Engel et Al en 2016 l'avait montré. Cependant, leurs effets sur la récupération semblent plutôt intéressants. Par exemple, Braun et Al en 2017 ont fait ressortir des conséquences positives au port de vêtements compressifs pour récupérer après le sport. Cette méta-analyse montre que porter des vêtements compressifs comme des manchons de mollets, de cuisses ou des full legs, que moi je trouve préférables parce qu'ils prennent toute la jambe, donc tout le chemin sanguin en considération, ça améliore la récupération de la force et de l'endurance musculaire. Leurs effets sont surtout marqués après un effort musculaire traumatisant, comme le souligne l'étude de Marquez Jiménez et Al en 2016, mais du coup c'est plutôt intéressant pour l'ultra trail, je trouve, puisqu'on est justement dans une situation où les dommages musculaires sont très prononcés. En termes de durée, je vous en avais parlé dans l'épisode, ce serait optimal avec un port de 2 à 8 heures. Il y a une autre méta-analyse, celle de Ace et Al en 2018, qui montre que ces vêtements réduiraient aussi les douleurs musculaires juste après un effort physique. Alors moi, j'affectionne particulièrement les full legs de la marque Compressport, qui n'est pas un partenaire de cet épisode, mais je vous le dis. Les vêtements compressifs, ok, ça demande un investissement, mais qui est pas très élevé, pas beaucoup d'efforts à utiliser, ça engendre des effets bénéfiques, modestes mais réels et significatifs. Je trouve donc que leur rapport coût-bénéfice est avantageux, et donc moi, je vous recommande plutôt leur utilisation. Maintenant, concernant les massages, on entend souvent l'adage, la croyance que les massages aident à la récupération. Et malheureusement, cette croyance est en grande partie fausse. Il est très plaisant de se faire masser, j'ai pas de souci avec ça, mais ça n'aidera que peu à récupérer après un trail ou un ultra. Cependant, les massages, ils ont un effet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui sur les douleurs.
La méta-analyse de Davis et al. En 2020 rejoint d'autres méta-analyses, par exemple Dupuis et al. En 2018, Go et al. En 2017, et montre que les massages sont très efficaces pour réduire les douleurs musculaires. Ils peuvent également avoir de légers effets sur la diminution des marqueurs inflammatoires, mais ça reste à confirmer car ça n'a été montré qu'une seule fois. Cependant, ce qui est sûr et certain, plusieurs études l'ont montré, c'est que les massages n'accélèrent pas la récupération objective, c'est-à-dire le retour de la force ou de leur endurance musculaire. On est bien uniquement sur des marqueurs subjectifs comme la diminution des courbatures, la diminution des douleurs, des sensations plus agréables. Mais comme après un ultra-trail, c'est cette sphère subjective qui est très touchée, qui peut venir dégrader le sommeil, je trouve ça pertinent. Donc si après un trail ou un ultra-trail, vous avez l'opportunité de vous faire masser, pour moi, n'hésitez pas. Dans tous les cas, aucune étude n'a montré que les massages étaient délétères. Quand bien même l'effet des massages se limiterait à une réduction des douleurs, on l'a dit plus haut que ces dernières sont corrélées à la qualité du sommeil qui lui permet une bonne récupération. Donc réduire ces douleurs pourrait être bénéfique. Cependant, n'attendez pas des effets extraordinaires des massages sur votre récupération, cette fois plus objective. Maintenant, je vous propose d'aborder l'alimentation pour récupérer après un trail et un ultra. Et je vais diviser cette partie en fonction des macronutriments qui sont les plus importants à consommer. Alors les adeptes de la secte de l'alimentation cétogène vont sauter au plafond quand je vais dire ça, mais pas de bol. Pour les coureurs de trail, d'ultra-trail et de manière générale les sportifs d'endurance, les glucides sont le macronutriment le plus important. L'extraordinaire revue de littérature de Tiller et al. En 2022, publiée dans une excellente revue, celle de l'Association internationale de nutrition sportive, a très largement souligné ce point. Les glucides sont la clé. Après un trail ou un ultra, vous avez considérablement puisé dans vos réserves de glycogène. D'ailleurs, il y a une étude, j'ai oublié la référence là de suite, mais qui montrait que les stocks de glycogène et leur épuisement étaient parfaitement corrélés à la fatigue perçue. Et donc ces stocks, il va falloir les reconstituer. À ma connaissance, aucune étude n'indique aujourd'hui précisément quelle quantité de glucides vous devez ingérer après un trail ou un ultra comme un UTMB ou un Templier ou peu importe. La Société internationale de nutrition sportive, que j'ai citée il y a 2 secondes, recommande d'adopter, je cite, toutes les stratégies nécessaires pour compenser le manque d'apport aigu induit par un trail ou un ultra, sans apporter plus de précision. C'est du coup le travail de Tiller et al. En 2022 que je vous ai vulgarisé dans 2 épisodes disponibles en ligne et avec mon invité Julien Louis. Il existe bien une étude qui résume 4 expériences et qui avance qu'un dosage supérieur ou égal à 10 grammes par kilo de poids de corps et par jour après un effort exigeant favoriserait la reconstitution des stocks de glycogène. C'est Costa et al. En 2013. Malheureusement, les auteurs ne précisent pas la durée optimale de maintien de cette surdose journalière de glucides. Au regard de cette conclusion, il me semble pertinent de calculer ce que représente cette cible pour vous et de manger de belles portions de glucides à votre faim tant que celle-ci se fait ressentir. Je pense aussi que grignoter autant que nécessaire ne sera pas mauvais pendant cette période de récupération. En tout cas, moi, c'est la stratégie que j'adopte. Et en l'absence d'évidence scientifique plus nette sur les quantités de glucides optimales à ingérer après une compétition de trail ou d'ultra, je trouve ça pertinent de suivre sa sensation de faim et des fois d'envie sucrée. Mais à côté des glucides, les protéines jouent également un rôle essentiel. Là aussi, la littérature ne nous fournit pas beaucoup d'informations, mais un petit peu plus que pour les glucides. La Société internationale de nutrition sportive souligne qu'en cas de fort besoin en récupération, comme c'est le cas après un ultra, une augmentation pendant quelques jours des apports en protéines, jusqu'à 2,5 grammes par kilo de poids de corps et par jour, favorise la resynthèse protéique. Parallèlement, Xia et al. En 2018 ont montré qu'après un trail, une supplémentation chronique, c'est-à-dire plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours, en protéines, favorise la récupération. En revanche, dans d'autres contextes, par exemple en musculation, il y a des études qui se sont intéressées à une supplémentation qu'on appelle aiguë, c'est-à-dire une seule prise de protéines une fois après l'effort, et ils ont montré que ça n'avait pas d'effet particulier sur la récupération. C'est la méta-analyse de Pearson et al. En 2022, publiée dans Nature. Aussi, en croisant ces 3 sources d'informations, il me semble raisonnable de penser que viser 2,5 grammes par kilo de poids de corps et par jour, c'est en tout cas le grammage que donne la Société internationale de nutrition sportive, donc viser ce grammage durant plusieurs jours, par exemple jusqu'à ce que le gros des douleurs musculaires disparaisse, et répartir ce dosage total sur plusieurs prises dans la journée, par exemple 4 ou 5 repas avec des protéines, est une bonne stratégie pour récupérer après un trail ou un ultra. Après cette période, revenir à ce que la Société internationale recommande au quotidien, c'est-à-dire 1,6 à 1,8 grammes par kilo de poids de corps et par jour, moi, ça me semble pertinent. Tous ces dosages, c'est pas moi qui les avance, mais c'est uniquement une vulgarisation du travail de Tiller et al. Publié en 2022. Vous retrouverez cette vulgarisation sur mon site et dans les épisodes disponibles sur le podcast. Parfois également, on se pose la question des autres apports. Là, je vais vous parler de la vitamine D.
En 2020, Zebrowska et al. Ont publié dans le journal de la Société internationale de nutrition sportive une étude sur le rôle de la vitamine D dans la récupération. Ils ont recruté 24 coureurs d'ultramarathon et ils les ont assignés aléatoirement soit au groupe supplémentation en vitamine D, soit au groupe contrôle qui recevait un placebo. Le groupe supplémenté recevait 50 microgrammes de vitamine D par jour pendant 3 semaines et après cette période d'intervention, tous les participants réalisaient un test physique, à savoir 30 minutes de descente en courant sur un tapis dans une pente à moins 16%. Après cet exercice, il y avait une prise de sang qui était réalisée et elle cherchait à évaluer les concentrations sanguines de marqueurs inflammatoires. Il est important de noter que les prises de sang qui ont été réalisées avant l'intervention ont montré qu'aucun participant n'avait, a priori, de déficit en vitamine D. Les analyses statistiques ont révélé qu'après les 3 semaines d'intervention, les sujets du groupe supplémentation en vitamine D avaient moins de marqueurs inflammatoires que ceux du groupe contrôle. Cependant, aucune différence n'avait été observée avant l'intervention. Ce résultat sous-entend que 3 semaines de complémentation en vitamine D pourraient réduire les niveaux d'inflammation et favoriser la récupération. Alors, ces résultats demandent confirmation, mais ils soulignent cependant un éventuel rôle de la vitamine D dans le processus de récupération après un trail ou un ultra-trail. Personnellement, je trouve ce résultat plutôt intéressant quand on sait que les coureurs inclus, je le rappelle, n'avaient pas de déficit a priori en vitamine D avant l'intervention. Pour le reste, à ma connaissance, et comme le souligne Tiller et al. En 2022, la littérature ne nous permet pas de dire aujourd'hui si d'autres apports, par exemple les lipides, ou d'autres supplémentations, par exemple les vitamines C, le magnésium, le potassium, qu'on entend souvent avancer comme aidant la récupération, sont utiles pour réellement mieux récupérer. Il ne faut pas oublier de toute façon que ces vitamines, ces minéraux et ce macronutriment sont présents dans une alimentation normale et équilibrée. C'est pas des choses dont on manque et qu'il faudrait apporter en plus. Donc mon conseil, c'est de ne se priver de rien, de manger normalement, en suivant par exemple les recommandations que donne Tiller et al. En 2022 et que je vous ai recommandées dans l'article sur le site et dans l'épisode disponible en ligne sur comment s'alimenter au quotidien quand on fait du trail, et de manger à sa faim et à l'envie. En cas de doute ou d'envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à consulter un vrai professionnel de la question et par exemple de consulter un médecin nutritionniste spécialisé dans la nutrition sportive. Petite pause dans cet épisode. Si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez cet épisode au format article avec toutes les références scientifiques mentionnées. Si vous souhaitez que je vous accompagne durant vos entraînements, rendez-vous sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et de nombreuses autres plateformes où vous retrouverez tous mes contenus au format podcast. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre les coulisses de Courir Mieux, mes aventures sportives, mes entraînements et également découvrir d'autres contenus, vous pouvez me retrouver sur Instagram à @courirmieux. Et enfin, pour les plus assoiffés de connaissances, on se retrouve sur le Patreon de Courir Mieux où, contre une petite participation financière qui me soutient, vous aurez accès à des vidéos exclusives, des échanges avec ses membres et moi-même et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Tous les liens sont dans la description, la pause est terminée, on retourne à ce Scientific Day. Maintenant, j'aimerais vous parler des stratégies qui sont plutôt inefficaces. Il est facile d'entendre différents messages sur des produits ou des stratégies miracles qui vous aideraient à récupérer après un trail ou un ultra. Il est par contre beaucoup plus difficile de trouver des évidences robustes à la plupart de ces produits et stratégies miracles. Je vous propose ici une liste non exhaustive de ce que la littérature a montré comme manquant d'efficacité pour améliorer la récupération. Tout ça vous fera certainement économiser un peu de temps et pas mal d'argent. Concernant, tout d'abord, la stimulation électrique et la récupération. Il y a 2 études, Day et Newman en 2020 et Malone et al. En 2014, qui ont souligné que la stimulation électrique, comme les Compex, les Sport Elec, les Blue Tense, n'amélioraient pas la récupération et manquaient d'efficacité. Dans ces études, des techniques comme une simple marche douce étaient plus efficaces. Je souligne tout de même que des études ont montré que ce type de stimulation était plus efficace que ne rien faire du tout et rester allongé dans le canapé. Concernant la cryothérapie, en 2018, une étude, celle de Hohenauer et al., a montré que malgré un coût plus élevé, monétaire, la cryothérapie n'était pas plus efficace que l'immersion dans un bain froid pour la récupération objective ou la réduction des douleurs musculaires. De même, en 2020, la méta-analyse de Noguera et al. A montré que la cryothérapie n'améliorait ni la récupération objective, comme le retour de la force, ni celle subjective, comme la réduction des douleurs musculaires. Donc pour moi, la cryothérapie est plutôt à mettre de côté et si vous voulez utiliser du froid, privilégiez les bains froids qui, eux, ont démontré leur efficacité.
Concernant l'oxygénothérapie hyperbare, il y a 2 revues de littérature, Bennett et al. En 2005 et Moghadam et al. En 2020, qui ont investigué les effets de cette technique sur la récupération après un effort physique. Les 2 montrent que les effets de cette technique, très onéreuse, sont moindres pour ne pas dire inexistants. Celle de 2005 ne rapporte par exemple aucun effet de cette technique sur l'œdème musculaire ni sur les douleurs. Et la revue de 2020 souligne que sur 6 études publiées sur la question, autant d'études apportent un effet positif sur les douleurs musculaires que pas d'effet. 3 études ça marche pas, 3 études éventuellement des effets positifs. Quand on sait que la littérature a une tendance à publier les effets significatifs et à ne pas publier les effets qui n'ont pas fonctionné, moi ça me laisse entendre que probablement il n'y a pas d'effet. Maintenant, concernant les bots de pressothérapie, qui est vraiment un outil, je trouve, très à la mode en ce moment. Il y a une étude qui est super sur la question parce qu'elle a été menée dans le contexte spécifique de l'ultra trail, c'est celle de Hoffman et Hahn en 2016. Elle a testé l'effet de bots de pressothérapie, comme les reboots ou les jolts, sur la récupération de finishers de la Western States Endurance Run. Leurs résultats n'ont montré aucune différence significative entre le groupe contrôle, le groupe massage et le groupe bot de pressothérapie. Cette absence de différence significative concernait tant les marqueurs objectifs, le temps pour parcourir un 400 mètres, que ceux de récupération subjective, comme les douleurs perçues. Et ces résultats vont dans le même sens que ceux d'une étude similaire qui a été publiée en 2015 de O'Dohen et Driller. Donc là encore, les bots de pressothérapie, aujourd'hui, c'est peut-être présenté comme une solution miracle, mais il n'y a pas beaucoup d'études qui soulignent que ça marche effectivement. Une des raisons, alors qu'en fait ça utilise une technologie similaire à la compression, c'est parce que le temps passé dans des bots de pressothérapie, il est souvent très inférieur à celui identifié comme optimal avec l'utilisation de bas de compression. On a parlé juste avant pour des bas compressifs de 2 à 8 heures pour voir des effets, et généralement on reste une trentaine de minutes avec des bots de presso. Donc c'est peut-être ça qui explique la différence entre les résultats pour les bots de presso et pour les vêtements avec compression. Et maintenant, je vous propose d'aborder la question de la récupération dite active. Et cette question est vaste. Malheureusement, la littérature apporte peu de réponses, et encore moins dans le cadre du trail. Il y a des études qui ont été menées par exemple dans le cadre du cyclisme qui montrent que la récupération active, par exemple 1 heure sur vélo à très basse intensité, est plus efficace que de la récupération passive. Malheureusement, il existe tellement de différences à mon sens entre le cyclisme et la course à pied, et encore plus avec le trail, qu'il me semble difficile d'appliquer directement ces résultats au contexte qui nous intéresse aujourd'hui. Tout d'abord, contrairement au cyclisme, par exemple, où les contractions sont très majoritairement concentriques, en course à pied et en trail, elles sont plutôt pliométriques ou excentriques. Ces 2 types de régimes musculaires sont les plus traumatisants pour les muscles, et aussi un footing de récupération continuera d'induire des dommages même infimes à vos muscles. De plus, contrairement au cyclisme, à pied, le cardio monte vite dans les zones de travail aérobie. Réaliser un footing en dessous de 110 BPM, c'est assez difficile en fait pour beaucoup de personnes. Alors qu'une séance de vélo dans les 90 ou 100 BPM, c'est accessible. Par exemple, j'ai 140 BPM de FC de réserve, un footing à 110 BPM, ça correspond à 36% de ma FC de réserve. C'est très bas. Pour moi, c'est presque inatteignable. Donc si vous faites ce qu'on appelle un footing de récupération, vous risquez de monter dans une zone de travail de la base aérobie qui peut commencer très bas, dès 30% de la fréquence cardiaque de réserve. C'est ce qu'a montré Perez et al. En 2019. Et donc être plutôt en train de toujours vous entraîner au lieu de récupérer. Ensuite, il y a une question à se poser sur les stocks de glycogène. Après un trail ou un ultra trail, vos stocks de glycogène musculaire et hépatique sont très bas, pour ne pas dire presque épuisés. Votre corps travaille activement pendant plusieurs jours pour reconstituer ces stocks. Faire un footing de récupération vous amène inévitablement à puiser à nouveau dans ces réserves de glycogène qui sont déjà amoindries et en cours de reconstitution. Donc ça ne me semble pas très pertinent. Donc quand on combine tous ces éléments que je viens de discuter, dans le cadre de la récupération après un trail ou un ultra, les techniques dites de récupération active ne me semblent pas pertinentes. Je recommande pas non plus d'être totalement sédentaire, mais je vous préconise d'éviter les footings de récupération. Pendant les jours qui suivent votre ultra, privilégiez des marches douces, de courte durée, ou encore des déplacements actifs en vélo, par exemple pour aller acheter le pain ou peu importe. Et surtout, écoutez-vous. On en reparlera largement dans la partie 2, car on sous-estime considérablement, à mon sens, les signaux qu'envoie le corps. Mais la fatigue, les douleurs, le manque d'envie, le manque de motivation, l'envie d'être sédentaire, tout ça, ces signaux qui sont mis en place par votre corps, sont là pour vous guider. Laissez de côté les injonctions du type « il faut faire un footing de récupération le plus tôt possible » et faites confiance à vos sensations. Reposez-vous le temps qu'il faut. En conclusion, récupérer après un ultra trail ou un trail prend du temps.
Différentes techniques peuvent vous aider à accélérer et améliorer la qualité de ce processus. Plus précisément, il semblerait qu'un sommeil de qualité soit un premier levier à considérer. Cependant, les douleurs diminuant la qualité de ce sommeil, les techniques diminuant ces douleurs, comme les massages, les bains froids et les vêtements compressifs, semblent pertinents. Parallèlement, ces vêtements aideraient aussi à avoir un effet direct sur la récupération objective, donc autant en profiter. En termes d'alimentation, la littérature n'est pas encore claire sur les apports optimaux à adopter pour favoriser la récupération après un ultra-trail. Manger équilibré et de tout semble être un premier pas. S'ajoute à cela une augmentation des apports en glucides pendant quelques jours, ainsi que de ceux en protéines pour aider à soigner les muscles lésés. N'oubliez pas de fractionner vos apports en protéines, une prise aiguë étant moins efficace que plusieurs prises sur plusieurs jours. Et de plus, une supplémentation en vitamine D pourrait vous aider à mieux récupérer, même si cela reste à confirmer par d'autres études. Beaucoup de techniques semblent peu efficaces, comme la cryothérapie, les bottes de pressothérapie, l'oxygénothérapie ou encore la récupération dite active. On pourrait même parler d'autres supplémentations qui aujourd'hui n'ont pas montré d'effet. Il me semble donc inutile de compter sur ces dernières. Enfin, n'oubliez pas qu'il n'existe aucune solution miracle. Nous avons discuté d'aide et de stratégies qui favorisent la récupération, mais rien de tout cela n'est magique. Le temps et la patience sont vos meilleurs alliés. Je vous souhaite une bonne récupération à toutes et à tous, et on se retrouve dans la partie 2, la semaine prochaine, pour aller encore plus loin sur la récupération quotidienne avec mon invité, Olivier Dupuis, spécialiste de la thématique. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé, éclairé, guidé vers des réponses, inspiré ou simplement diverti. Il a été rendu possible grâce au soutien de mon partenaire nutrition Fort Endurance, qui propose une large gamme d'excellents produits de nutrition sportive, comme des gels énergétiques, des boissons sportives et des bars. Personnellement, je vous recommande le Endurance Energy Unit Gel, saveur citron, et le Energy Unit Drink, saveur pastèque, qui en plus d'être bons, ont une composition cohérente avec la littérature scientifique. Si vous souhaitez utiliser les mêmes produits que moi pour vos entraînements et vos courses, ou d'autres, je vous invite à vous rendre sur fortendurance.fr. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edward Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.